veille du Grand Prix de Miami, un constat s'impose. Rien ne semble stopper Red Bull qui domine outrageusement le championnat. Quelle est l'arme secrète de l'écurie de Milton Keynes? La concurrence peut-elle s'en inspirer alors que Ferrari retrouve enfin le chemin du podium à Bakou? Une chose est sûre, la course sprint n'a pas permis une redistribution des cartes. Pour ou contre ce nouveau format? Assurément pas. Alpine qui a vécu un week-end cauchemardesque. Les problèmes rencontrés par les Bleus sont-ils plus profonds? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro dont refait la F1. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker les vidéos s'il vous plaît. On veut casser l'algorithme de YouTube. Mon nom est Olivier Frigara et j'aurai le plaisir de réunir nos fans du paddock chaque jeudi précédent un Grand Prix. Une équipe, vous allez voir, qui brille par ses analyses pointues mais aussi par une certaine, mauvaise foi, car particularité, chaque chroniqueur est fan d'une écurie, d'un pilote et s'en fera l'avocat contre vents et marées. Alors pour arbitrer nos fans du paddock, honneur à notre team principal, notre Tipeee, monsieur Eric Boulet. Bonjour Eric. Bonjour. Ça va bien? Très bien et toi? Radio check, monsieur. Allez, radio check, c'est parti. Est-ce que ça marche? Oui. Radio check. Voilà, ça marche. Loud and clear. Loud and clear. Eric, en tant que Tipeee, tu disposes de tous les prérogatives d'un team principal. Hein. Tu peux attribuer les drapeaux jaunes en guise d'avertissement. On y va. Yellow flag, yellow flag, yellow flag. Voilà, tu peux également envoyer au stand un de nos chroniqueurs en appuyant sur le bouton box s'il est passage. So box. Ça marche. Box. Sans au pied le drapeau rouge qui mettra fin à la course de l'un de nos chroniqueurs durant, on dira 1 minute 30. Et il part pas, mais on le fera venir plus tard. À propos de rouge, on va commencer par nos invités, nos tifosi, notre tifosi. On le surnomme Don Camillo, qui est le patron de Circle et fondateur, maire à côté du maire du village Bastia, mais qui est en duplex. On va vous le présenter dans un instant. Ça va bien, monsieur Don Camillo? Ça va mieux, hein, Ferrari? Ma va benissimo, dai. Mais oui, ça va. Bonjour à tous et à toutes. Et il a retrouvé le sourire. À tes côtés, il va tenter une nouvelle tête. Il va essayer, en tout cas, de soutenir les couleurs d'Alpine. Il a du courage. Guillaume Pommier de Training You, qui est également une start-up du village Baïséa. Bonjour, Guillaume. Bonjour à tous. Je ne vais pas essayer, je vais soutenir Alpine. Training You, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Tu peux nous expliquer? C'est de la formation pour aider les étudiants à préparer leurs entretiens en finance ou en conseil. Donc, on trouve des formations en ligne. Très bien. Allez voir donc sur le site trainingyou.com. Exactement. En duplex, monsieur Fabrice Marcella, alias le maire du village, alias Pépone. Comment ça va, monsieur Salut Marcella? Partout, salut tout le monde. Salut. Alors, tu es dans un joli endroit, Fabrice. Tu es où exactement? Voilà, j'en profite. Je suis sur le circuit de Paul Ricard, au Castellet. Et je remercie tout particulièrement, j'en profite, Eric, qui est en plateau et qui m'a mis en relation avec Stéphane Clerc, qui est le patron du circuit et qui m'a permis d'être là en direct aujourd'hui. Donc, on voit au fond, d'ailleurs, on voit tous les paddocks et on voit aussi un superbe virage qui est juste là avec les belles couleurs du bleu et du rouge. C'est un superbe circuit. Magnifique. De toute beauté et qui met le cap sur la ligne droite du Mistral, c'est ça? Alors, pas tout à fait, ça, c'est la ligne droite des stands. Je suis désolé. Elle est juste là. Et enfin, à tes côtés, on le voit dans la mosaïque numérique, notre polémiste, celui qui n'a pas peur de se prendre un drapeau rouge dans l'émission après seulement 30 secondes d'émission. Qui a pris le maquis d'ailleurs. Il a pris le marquis, du coup, un grand fan de Lewis Hamilton. Il s'agit bien sûr de monsieur Laurent Pantanal. Salut Laurent. Bonjour à vous tous. Vous n'allez pas me virer aujourd'hui parce que sinon je vais à la plage. Voilà, tu es en duplex de Bastia. Tu vas terminer l'émission cette fois, tu penses? Ouais, si ça commence pas en disant que Ferrari c'est les meilleurs, c'est pas de problème. Ok. Et quant à moi, vous le savez, je demeure un fan historique du double champion du monde Fernando Alonso, simplement le meilleur. Voilà. On enchaîne avec le premier sujet dont refait la F1. Quel est le secret de la nouvelle Red Bull qui explique sa domination outrageuse lors du dernier Grand Prix? C'était à Bakou. Alors les amis à Red Bull, quels sont les secrets de Red Bull? On l'a vu à Bakou, Red Bull semblait facile, vraiment dominer les débats sans concurrence ou presque. Les plus impressionnants, moi ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est la vitesse de pointe de la RB19, une vitesse de pointe à laquelle aucune écurie ne semble pouvoir rivaliser. C'est vraiment ça, les amis, l'arme absolue de Red Bull. Peut-être on peut commencer avec Alain, puisqu'on a longuement discuté en préparant cette émission. Voilà, on parle du DRS, ils ont trouvé quelque chose que les autres n'ont pas trouvé. Peut-être une circulation d'air intérieur plus intelligente. Personne ne sait rien pour le moment. Tout le monde cherche, essentiellement aussi chez Ferrari et chez Mercedes, mais
pas évident de savoir ce que le génie d'Adrian Newey a encore trouvé. Ouais, on va en parler tout à l'heure d'Adrian Newey parce qu'il est vraiment un personnage clé de Red Bull. La FIA a publié sur son site un article très intéressant où elle mesurait les vitesses de pointe. Elle a mesuré un différentiel supérieur de 6 km/h entre la Ferrari en ligne droite et la Red Bull. C'est passé à 9 à Bakou. Et nos confrères de Canal, pendant le direct, annonçaient un différentiel. Donc ça, c'est DRS ouvert. Et lorsqu'il y a eu le dépassement de Verstappen, le premier dépassement de Verstappen sur Leclerc, avec le DRS ouvert sur l'un et le DRS fermé sur l'autre, il y avait un écart de 30 km/h. C'est énorme. Eric, on parle de triple DRS. C'est quoi ce triple? C'est quoi ce concept? Il faut savoir que le DRS c'est déjà extrêmement légalisé en termes donc de déplacement de volet, en termes de distance et en termes d'ouverture. Ce que Red Bull a réussi à faire cette année. Alors déjà, Red Bull avait travaillé sur ce qu'on appelle la traînée aérodynamique de la voiture quand ils ont reçu le moteur Honda. Donc déjà, ils avaient fait une voiture qui est, on va dire, intrinsèquement était plus efficace que les autres. Honda souffrait un peu de... Non, mais c'était en prévision parce que Honda est arrivé un petit peu après dans le schéma des moteurs, donc face à un Mercedes très puissant, un Ferrari très puissant, c'est clair qu'ils avaient travaillé déjà sur la finesse de la voiture. Et c'est là la prouesse des ingénieurs donc aéro de chez Red Bull. Et il se trouve que cette année, effectivement, l'année dernière, ils l'avaient déjà. Et là, cette année, ils ont encore amélioré l'efficacité du DRS. Alors, quand on parle de triple DRS, c'est parce que on peut, je dirais, quasiment doubler l'efficacité avec des écoulements aéro un peu intelligents et une aéro un peu intelligente. Donc, quand vous parlez de 30 km/h, en fait, oui, je crois que c'est 343, parce que j'ai vu le dépassement aussi de Max. Il y a 313 pour l'autre. Je crois qu'en 100 DRS, il était à 323. Avec le DRS, il est à 343. Et donc, forcément, quand vous êtes derrière la Ferrari, ça fait un décalage incroyable. Mais c'est simplement parce que la voiture est beaucoup plus efficace en aéro. Guillaume, quelle a été ta réaction lors de ce dépassement, tout simplement? Non, clairement, la Red Bull est supérieure en vitesse de pointe par rapport aux autres voitures concurrentes. Après, je vais apporter une petite nuance sur le début de l'émission. On dit la Red Bull est imbattable. La Red Bull a été battue ce week-end en qualification par Ferrari. Charles Leclerc a fait deux fois la pole position. Donc sur un tour, elle a été battue. Après, qu'est-ce qui fait le secret de la Red Bull? C'est vrai que sur la vitesse de pointe, oui, mais sur les longs relais en course, sur la dégradation des pneus, elle est largement supérieure aux autres. On va voir, mais... Donc toi, pour toi, c'est pas juste une question de vitesse de pointe, c'est une question de gestion des pneus également. Alors, je pense qu'il y a des... Eric pourra confirmer ça, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que les vitesses de pointe. La voiture peut t'émanciper, vas-y, n'aie pas peur. Non, mais la voiture est bien sûr très bien née. C'est pas une nouvelle voiture, c'est la continuité de l'année dernière. Ouais. Elle était déjà bien supérieure aux autres l'année dernière. Et elle évolue dans le bon sens. Alors, même si les autres évoluent aussi, ils ont de l'avance. Ils ont dépensé sans compter. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ils ont de l'avance et ils gardent cette avance. Mais bon, on va avoir un peu d'espoir. On a un championnat. Parce qu'en qualification, il y a quand même eu bataille. Et parce que Sergio Pérez, pour l'instant, résiste à Max Verstappen. On va en parler de Sergio tout à l'heure, de Checo. Peut-être Laurent et Fabrice du côté du sud, là-bas. Quelles étaient vos réactions à cette domination, à cette vitesse de pointe outrageuse des Red Bull? Ouais, alors c'est intéressant parce que il y a quelques courses, on avait quand Hamilton s'est fait doubler par Verstappen, il a dit j'ai jamais vu une voiture qui allait aussi vite. Alors bon, on sait que Hamilton, même si je l'aime bien, parfois il fait un peu la pleureuse. Et là, il faut reconnaître que c'était aussi flagrant avec Leclerc, quoi. Tu vois, j'avais vraiment l'impression que c'était pas juste le DRS, quoi. Il y avait un gap qui était supérieur au DRS. Et c'est là où effectivement tout le monde se dit bon, ben il y a quelque chose. Et ils ont, je dirais pas jusqu'à de la triche, moi. Il y en a qui disent qu'ils ont triché. Qu'ils trichent encore. Je dirais pas jusqu'à de la triche. Je dirais juste qu'ils ont réussi à super optimiser et qu'ils ont trouvé le bon ingrédient entre traînée, appui. Donc voilà, quoi. On a vu que les pontons avaient évolué également en termes ils sont beaucoup plus étroits. Ils sont même aérés, hein. Ouais, ils sont beaucoup plus étroits que les deux premiers Grands Prix. Fabrice, c'est un peu décourageant quand même pour Ferrari. Red Bull a de l'avance, et surtout, ce que je disais, c'est une avance budgétaire, ça c'est certain, et ça doit jouer forcément dans l'avantage aujourd'hui technique qu'ils ont sur les autres écuries. Alors c'est vrai que quand même, Christian Horner dit d'Adrian Newey qu'il est capable de voir l'air. Donc c'est aussi ça qui fait leur force, que j'ai du mal à comprendre. Et c'est peut-être une question que j'avais aussi envie de poser à Eric, c'est: y a-t-il véritablement encore un secret qui ne serait pas dévoilé et que les autres écuries ne pourraient pas s'emparer pour pouvoir copier, en tout cas s'inspirer fortement de l'avantage Red Bull? Sinon, on va assister à quoi? On va assister effectivement à un championnat qui va être un championnat principalement entre Pérez et
Verstappen. Et donc, c'est super, hein, mais Au mieux. voilà. Et à la fin, c'est Verstappen qui gagne. Et à la fin, c'est Verstappen qui gagne parce que C'est c'est bien demandé vu. par Red Bull en plus. Donc, voilà. Et j'ai rajouté même, Eric, on a l'impression que, on a vu avec ces pontons que la Red Bull a besoin de moins de refroidissement, ce qui est nouveau, ce qui était quand même la force de Mercedes l'année dernière. Elle génère moins naturellement d'appui, enfin elle génère plus d'appui naturellement que les autres, donc elle décide de moins que les autres de braquer les ailerons pour être performante. C'est la- Moins de traîner, donc on gagne en vitesse pure. Donc c'est vertueux jusqu'au bout. C'est la quête du Saint Graal des ingénieurs en F1. Avoir la finesse la meilleure possible, donc c'est-à-dire le plus d'appui contre le moins de traînée possible. Et qu'est-ce qui coûte de la traînée ou de l'appui en général? C'est le refroidissement. Donc si tu arrives à faire ce que Mercedes a essayé avec ses pontons zéro, Bah oui. c'est-à-dire aller chercher de la technologie spatiale dans des échangeurs spéciaux pour essayer d'absorber l'énergie de manière différente, pour regagner en finesse aéro. C'est ça la quête du Graal, il n'y a que ça. Hein. Le reste, c'est peanuts. Et voilà, et pour répondre à Fabrice, aujourd'hui, Red Bull, clairement, alors on parle qu'Adrian Newey parce que c'est un peu celui qui a été mis en avant, c'est le génie qui vient du passé, mais la vérité, c'est qu'il y a quand même une équipe technique derrière lui qui est extrêmement compétente, et je pense aux Français, notamment Pierre Vacher, qui est directeur technique de Red Bull, quelqu'un qui est vraiment brillant. Et surtout, c'est des gens, il y a une stabilité chez Red Bull qui fait que plus les années passent, plus ça va être compliqué d'aller les chercher parce que les mecs, ils travaillent ensemble depuis tellement longtemps, ils sont compétents. Ils n'ont pas le même stress que dans les autres écuries. Je ne veux pas faire de polémique encore, mais certains. Et aujourd'hui, voilà, il faut de la stabilité, il faut construire son équipe, et ils l'ont fait, et ils vont être de plus en plus imbattables. Tu l'as dit, hein, l'arme secrète aujourd'hui de Red Bull, c'est Adrian Newey, qui est vraiment l'arme secrète de Red Bull. Hein, 17 ans de collaboration déjà, donc effectivement, on voit l'évolution. C'est énorme, il n'y a aucun responsable technique de n'importe quelle écurie qui est resté aussi longtemps. 11 titres pilotes, rien que pour lui, 12 titres constructeurs. À son palmarès, alors qu'il va fêter ses 64 ans, on peut dire qu'il partira jamais de Red Bull. Pourquoi le ferait-il? Parce que des challenges, il en a eu pas mal dans sa carrière. J'ai la chance de le connaître assez bien, puisqu'on a été voisins à un moment. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui a un équilibre dans sa vie qui est génial. Il travaille dans une écurie où il fait un peu ce qu'il veut. Il est là, il n'est pas là. Et je veux pas dire qu'il est à mi-temps, mais je veux dire, il n'est pas obligé d'être au bureau tous les matins. Et en plus, voilà, ils ont des moyens, il a une équipe technique qui est dévouée derrière, et il gagne des courses et des championnats, donc forcément... Et Alain, il est un peu atypique, alors qu'on voit de la conception assistée par ordinateur partout, la CAO partout. Lui, on le voit passer d'écurie en écurie avec son petit bloc et son petit crayon à l'ancienne. C'est assez étonnant comme démarche, Alain. Bah bon, c'est un génie, hein. Faut pas traiter autrement. La seule chose que les autres écuries ont à faire, c'est ce que Aston Martin a commencé à faire, c'est aller chercher des membres clés de la structure aéro d'Aston, ce que Ferrari, a priori, est en train de faire. Ouais, il serait en train de recruter l'aérodynamicien en chef, un des bras droits de Red Bull, ouais. Comme a fait l'année dernière Aston déjà. Ouais. Guillaume. C'est un aveu d'échec d'aller chercher les ingénieurs et les payer très cher C'est toujours ailleurs. comme ça, pour les pilotes c'est pareil, Guillaume. Pour les pilotes, alors c'est vrai qu'on va en parler après, mais il y a une belle voiture chez Red Bull, il y a des très bons ingénieurs, il y a aussi 2 bons pilotes, il y a un des meilleurs du monde, voire peut-être le meilleur du monde aujourd'hui, N'exagérons rien. Verstappen. Il est pas trop mauvais. Détends-toi. Il est pas trop mauvais. Alors oui, il y a Fernando qui est effectivement très bon aussi. On verra Et puis, 40 ans. et puis Checo Pérez qui est quand même solide et qui est un des seuls qui résiste en tant que numéro 2 chez Red Bull à Verstappen. Et c'est hyper compliqué d'être numéro 2 chez Red Bull. Il y a un système qui met en avant un pilote. Et Pérez, lui, il est bien dans l'écurie en ce moment. On a l'impression que tant que la voiture n'est pas optimisée pour les besoins de Verstappen, tout va bien pour le numéro 2, ce qui était le cas du temps de Ricciardo, et qu'on oublie Ricciardo aussi. Ouais, et on va voir si la voiture évolue dans le sens des besoins de Verstappen. Je sens que Pérez va... Mais justement, un mot sur Pérez. Il résiste, c'est une bonne surprise à Verstappen. Il a bénéficié de la voiture, c'est vrai cette fois-ci de sécurité, mais force de constater que Verstappen a eu vraiment des difficultés à se rapprocher, à le menacer. Laurent, Fabrice. J'ai pas eu le sentiment qu'il y ait eu de consignes d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si ça a été le cas. En tout cas, on n'a pas eu le sentiment qu'il y ait eu une consigne demandant à Pérez de laisser passer Verstappen devant. Donc peut-être que on souhaite entretenir en tout cas la compète entre les deux, au plus grand bonheur finalement de ceux qui regardent la Formule 1, parce que
Voilà, s'il n'y a plus de championnat du tout et qu'en plus les deux meilleurs n'arrivent pas à se battre entre eux, ça va devenir difficile quand même. Hein. On a vu. C'est calculé. On a je pense que c'est calculé. Laurent. Attends, mais on a Horner qui a dit ouais, moi je vais les laisser se battre. Il n'y a pas de consigne, je vais les laisser se battre. Et alors moi j'ai pris ça comme d'habitude, comme un mensonge d'Horner, parce que c'est quand même le plus gros menteur du paddock. Et donc, mais moi, on sait qu'à la fin, il va laisser gagner Verstappen. Tu vois, s'ils sont proches, ils feront tout ce qu'il faut pour que ce soit Verstappen qui gagne. Et je pense qu'en ce moment, ils sont emmerdés avec leur voiture qui marche beaucoup mieux que les autres. Ils ont un peu peur qu'on vienne leur mettre, qu'on vienne un peu trop les scruter, voir s'ils ont trouvé, ils ont déjà assez de soucis avec leur dépassement budgétaire. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, ils disent on va faire cette compétition pour donner l'impression qu'il y a de la compétition. Alors qu'en fait, il n'y en a pas du tout. Au final, il n'a pas laissé beaucoup de points derrière. Ça les arrange bien qu'il y ait une compétition en interne. Après, si le niveau remonte à côté chez la concurrence, peut-être que Verstappen retrouvera son statut de leader incontesté, Guillaume. Je suis pas sûr que ce soit vraiment voulu. On peut demander à Toto Wolff s'il était content que Rosberg et Hamilton soient vraiment très concurrents et se touchent parfois. Ouais, mais c'était la même. Ils survolaient les championnats à l'époque. Hein. Mais arrête, il a dit à Rosberg, écoute, on te fait gagner cette année, tu dégages à la fin de l'année. Non, bien sûr que non. Alors là, pour le coup, non. Pour le coup, voilà. Non, on attend. Non, celui-là. Pérez aujourd'hui. Non, mais non, il y a pas. C'est la pire chose, c'est que tes deux pilotes se touchent, se crachent et c'est arrivé chez les Roses en plus là il y a pas longtemps. Espagne 2016. Voilà. Exactement, Espagne 2016, ça ouvre la. Ça arrive aussi chez. C'est la victoire d'ailleurs de Max. Il serait très loin. Grand Prix. Exactement. Mais non, après je pense pas qu'il y a eu de consigne effectivement. Je rejoins Fabrice sur ce coup-là, mais c'est parce qu'ils sont tellement confiants chez Red Bull qu'ils ils peuvent se laisser jouer comme ça un peu leur pilote. Il y a quand même une remarque de Horner qui m'a fait un peu sourire, c'est que après la course quand même il dit super, on est content pour Sergio. Et maintenant il faudra qu'il gagne sur un vrai circuit quoi. Genre la remarque elle fait mal quand même quoi. Donc, oui, tu as eu de la chance en gros. Tu te dis je viens de gagner le Grand Prix au mérite comme on dit et tu te prends une petite banane comme ça, tu vois ça fait. Mais c'est quoi, c'est 6 victoires dont 5 en ville, c'est ça? C'est ça la stat? Ouais, mais enfin bon, j'ai des circuits en ville justement sont réputés difficiles. Ce qui est impressionnant, il faut quand même mettre ça à son crédit quoi. Oui, justement, oui. Allez, assez parlé de Red Bull, place à Ferrari qui a retrouvé le sourire, mais aussi à Alpine qui fait la grimace. Ferrari qui retrouve le sourire, Leclerc qui a démontré encore une fois l'étendue de son talent. Je n'ai pas les œillères, non messieurs. Il n'a pas la meilleure voiture, mais il a décroché la pole et ce à 2 reprises. Par contre, impossible de résister au Red Bull en course et ce sans le DRS. C'est ça la principale faiblesse de la SF23 aujourd'hui, Alain ou Fabrice? Il y aura aussi la gestion des pneus. On se rend bien compte que en fin de course, les Ferrari sont un peu à la traîne. Je crois et ça se produira d'autant plus qu'il y aura des grands prix, enfin momentanément, des grands prix avec des grandes courbes, etc. Donc voilà, je crois qu'il faut encore s'améliorer de ce côté-là, mais il est clair que ce week-end, Ferrari a fait un pas en avant. C'est d'ailleurs ce qu'on avait prévu avec Fabrice, on vous l'avait dit. Oui, on verra. Les pronostics, c'était pas trop ça encore. Mais quand même, 2 pôles, c'est comme le disait tout à l'heure Guillaume, c'est assez remarquable quand même. 2 pôles, des points, pas de casse. Charles Leclerc qui est sûrement en confiance, en tout cas un peu plus en confiance qu'il y a quelques semaines. Enfin, on note quand même un bilan plutôt positif. C'est sûr qu'on aurait préféré avec Alain, en tout cas en début de saison, de les voir combattre davantage Red Bull. C'est pas le cas, pour l'instant en tout cas. Ouais. Néanmoins, moi je prends les points positifs. Il y a un vrai pas en avant sur ce week-end. Ça fait du bien. Ouais, franchement, ça fait du bien. De toute façon, on est d'accord. C'est ça ou quoi? Ou la corde. Ça ou quoi? La corde. D'accord. Parce que le début de saison a été difficile. Le contraste, en tout cas, est assez... de la performance de Leclerc est assez frappante par rapport à celle de Sainz, qui semblait pas vraiment à son aise à Bakou. Est-ce qu'il est, selon vous, devenu le pilote numéro 2 de Ferrari? Là, il y a quoi? Il y avait une demi-seconde d'écart. Il finit à plus de 20 secondes de Leclerc. Un gouffre, quoi. Mais il n'a jamais été dans le coup ce week-end, soyons clairs, quoi. Fabrice. Pardon, non, oui, non, mais ce que je comprends, c'est qu'il n'est pas à l'aise dans la voiture. Et donc, en ville, quand on n'est pas à l'aise, le sentiment que c'est encore plus compliqué que sur un circuit plus traditionnel. Et donc, ça s'est fortement ressenti, en tout cas, sur cette course-là. Effectivement, il était vraiment très, très en retrait. Qu'est-ce qu'il en pense, notre polémiste, à savoir Laurent Pantanach? Est-ce qu'on n'a pas un peu survendu
Et Carlos Sainz comme pilote qui pouvait être à la hauteur d'un Leclerc qui a été étincelant ce week-end. Je pense qu'il a eu de la malchance l'année dernière, et en même temps, il a eu de la chance quand Leclerc n'en avait pas. Ce qui donnait l'impression en fin d'année que les mecs étaient à peu près équivalents. Tu vois, quand tu faisais cette espèce de bilan, mais en fait, c'est juste que Leclerc avait vraiment pas eu de chance du tout. Alors attention, lui aussi, hein, il a eu plein de casse-moteurs et tout ça, mais on n'a pas eu l'impression qu'il y avait un tel écart entre les deux. Là, c'est flagrant. Moi, je pense que Leclerc est un des meilleurs pilotes de sa génération. Hein. Je pense que le mec a vraiment du talent. Il est doux en plus. C'est incroyable parce qu'avant le début de l'enregistrement, je vous promets que Laurent ne disait absolument pas ça, mais c'est pas grave. Vas-y, continue. Ça s'appelle retourner sa veste, Monsieur Pantanach. Non, c'est le soleil. C'est le soleil Bastier. Le soleil me tape sur la tête. Mais non. Mais Leclerc, ça reste un bon pilote. Après. D'ailleurs, Sainz, on est tous d'accord, et c'est ce qu'on disait en discutant juste avant l'émission. Hein. Sainz, il joue, et Eric le disait mieux que les autres. Il joue comme aux échecs avec un coup d'avance, et il est déjà sur le coup d'après, quoi. Mais il risque de laisser un goût insipide à la Formule 1 parce que finalement, il n'aura jamais vraiment brillé, contrairement à son père qui avait plutôt un côté trempé, tu vois, il a gagné un grand prix, dans le sport qu'il a fait. Non, mais et qui a laissé l'image. De manière polémique, mais il a gagné un grand prix. Oui, mais c'est pas le consigne d'écurie. Guillaume, brièvement. Oui, la question, est-ce que Sainz est devenu le numéro 2 ? Moi, je pense qu'il a toujours été, en fait. Il n'est pas au courant. Hein, il est pas au courant, mais tous les gens qui suivent la Formule 1 savent très bien qu'il est derrière Leclerc, et je pense qu'il a toujours été considéré comme derrière Leclerc chez Ferrari. Faut pas oublier. Alors, Sainz, c'est un très bon pilote, mais Leclerc, comme on l'a dit, c'est un des meilleurs de sa génération, et d'ailleurs, il a mis Vettel presque en numéro 2 quand il arrivait chez Ferrari. C'est extraordinaire, ce moment-là. Donc je pense que c'est pas... Voilà. Quand on vient rétrograder Vettel en quelques courses, on a... Il y avait certainement d'autres facteurs, mais ça voilà, donc je pense que oui, clairement. Ton sentiment, Eric, sur Sainz, et puis on reviendra sur Leclerc peut-être juste après. Et de toute façon, il y aura toujours un numéro 1, un numéro 2, dans le sens où il y en aura toujours un qui sera devant l'autre. Donc forcément... oui, Charles Leclerc, c'est un des meilleurs de sa génération. Quand on voit sa carrière, quand on voit son arrivée en F1, son arrivée chez Ferrari, effectivement, où là, il a une comparaison quand même directe avec Sébastien Vettel. Carlos Sainz, c'est un profil différent, qui a besoin, lui, d'une voiture confortable pour pouvoir s'exprimer, mais qui est quand même toujours là aussi. Comme tu l'as dit, il a gagné une course. Silverstone, c'est ça, donc, exactement. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui, voilà, quand il n'est pas forcément dans sa zone de confort, il est peut-être un peu plus... en retrait, on va dire, qu'un pilote comme un Lewis ou un Charles ou un Max qui va plus s'adapter, on va dire, à la situation. Voilà. Donc, effectivement, là, ce week-end, il se plaignait que sa voiture était un peu survireuse. En tout cas, le train arrière se dérobait facilement. Quand tu es entre deux murs, c'est forcément pas très confortable. Et puis, il s'est pris une petite gifle d'Alonso sur son dépassement. Moi, c'était pour moi le moment du Grand Prix où je suis monté de ma chaise, on peut le dire. Il y en a pas beaucoup d'autres, à mon avis. Non, il ne s'est pas passé grand-chose. C'était le seul. Il y a eu, voilà. Et puis, mais par moment, pour revenir à Leclerc, il est quand même parfois, on l'a vu au Castellet l'année dernière, vraiment très proche, trop proche de la limite. C'est-à-dire qu'on sent que la voiture, il va bien au-delà de ses performances pures, quoi. Ouais, ça reste un jeune pilote aussi. Hein, ouais. Et donc, Verstappen était comme ça aussi à ses débuts. Voilà, on se rappelle, on parlait que Max était agressif. Il faut aussi qu'il puisse s'exprimer et apprendre. Et en même temps, rouler à 300 km/h pendant 1h30, c'est pas toujours facile. Quand la voiture, en plus, dans le cadre de Ferrari, se dégrade rapidement, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que la voiture que vous avez au tour numéro 1, elle n'est pas la même au tour numéro 10. Quoi. Moi, ce qui me rassure, parce que notamment, j'avais mal vécu, on étions ensemble, on avait la chance, à ton invitation, Eric, d'assister au Grand Prix de France, et qu'on l'a vu sortir, je me disais, il ne pourra jamais s'en remettre, parce que psychologiquement, alors qu'on est en tête, et sortir tout seul, parce qu'il s'est passé à ce moment-là, alors qu'on était et d'ailleurs, le championnat a basculé à ce moment-là. Et il a cette force de caractère pour pas douter de lui. C'est ce qui n'est pas le cas d'un Ricciardo, ou peut-être pas le cas d'un Sainz. C'est peut-être là cette différence qu'on peut assister en numéro 2. Il y a les deux expériences chez lui, à Monaco, où c'est vrai. En qualif, il se crache dans le dernier essai, où la course qu'il est en train de mener, à cause d'une erreur stratégique, il finit 4e. Donc forcément, en termes de forgeage de caractère, il est plutôt bien entraîné maintenant. On sait qu'il a un parcours de vie aussi qui peut-être l'amène à cela. Je pense qu'à ses tout débuts aussi, à Bahreïn, à Sakir, il se fait passer sur un problème technique par les Mercedes à la fin, alors qu'il dominait toute la course. Il me semble par Hamilton, oui. Voilà. Mais bon, ça fait partie des très grands pilotes, voilà, aujourd'hui de cette génération. Et donc, effectivement, quand il aura toutes les étoiles alignées, ça va marcher.
Alors, Ferrari qui retrouve le sourire, l'écurie alpine, elle, a vécu un week-end cauchemardesque. Beaucoup d'évolutions, trop d'évolutions, Guillaume, pour rattraper le retard, hein, parce que... ça fait très très mal. Hein. Moi, ça m'a fait de la peine. Bien sûr, c'est l'équipe de France, alpine. Hein. Oui, C'est pour voilà. ça le nouveau. Voilà, non, mais j'ai la montre. Débrouille-toi. Courage. Débrouille-toi, là. Alors, si vous me permettez, je vais prendre un peu de hauteur. Ouais, y a pas le et choix. je vais essayer d'englober aussi l'Australie. Et parler aussi de l'Australie. Alors, en Australie, la performance était là. Mais sur un non. coup du sort, il y a 0 point. Sur un coup du Mais sort. non. Oui, mais non. Mais alors, bien sûr, le résultat est mauvais, mais la performance est bonne. Elle est au rendez-vous. Il ne faut pas oublier que Gasly il fait toute la course avec Sainz, la Ferrari, et qu'il n'est pas forcément moins rapide. Et Ocon est bien aussi derrière. Et juste derrière, ça faisait des gros points à la fin, malheureusement. Circonstances de course, drapeau rouge, etc. Bon, bref, on ne va pas en refaire l'Australie. Ouais. Donc la performance est là. À Bakou, effectivement, les évolutions n'ont pas fonctionné. Il y a eu très peu de roulage aussi aux essais libres. Pas de chance, ça tombe sur un Grand Prix avec la course sprint. On peut pas trop, on n'a pas d'essais libres. Pas d'essais libres. Et du coup, les réglages sont pas bien faits et ça fonctionne pas. Juste, je précise après, sur une note positive, faut quand même pas oublier que sur le rythme de course, ils sont dans le midfield, mais ils sont pas moins bons que le midfield. C'est-à-dire qu'à part les 4 voitures, à part les 4 écuries de pointe, donc Ferrari, Red Bull, Mercedes, Aston, ils sont avec les autres. Ils sont pas moins bons que McLaren, pas moins bons que Haas, etc. Good job. Solid. Very solid. Je pense que là, on peut saluer. On peut saluer. Il a bien défendu. Tu faisais quand même la moue, Alain. Je voyais que tu faisais la moue. Non, mais bon, ils étaient attendus à être dans le peloton de devant, pas dans le peloton de derrière. Et là, que nous dit Guillaume... Mais Ferrari était aussi attendu pour concurrencer Red Bull. Et on parle d'Alpine, on parle d'Alpine. la conversation. Non. En plus, on est jeunes, donc on fait attention à ce qu'on dit. Être toléré ici. Hein. Donc, Alain. Oui. Donc en clair, plutôt une déception, on est d'accord. Oui, pour le moment, c'est une déception. Moi, ce qui m'a... Alors, je pense qu'ils ont le potentiel d'être plus haut. Est-ce que c'est une question de pilote ? Non. L'absence d'Alonso qui a fini 4e sur Aston, ça fait quand même un peu mal, c'est un peu douloureux. Est-ce que c'est toi qui l'as bien connu, puis c'est toi qui l'as débauché, tu me l'as dit, chez Ferrari pour aller chez McLaren ? Est-ce que ça joue d'avoir une personne d'expérience comme celui-là qui partage ses réglages? On peut d'ailleurs en sourire en course avec son coéquipier. Ça a pas mal fait polémiquer pendant le week-end. En clair, d'avoir un vieux de la vieille qui est un bon metteur en point, c'est important et pas uniquement faire confiance aux ingénieurs. Eric? Alors, de jamais faire confiance uniquement aux ingénieurs, ça c'est sûr. Surtout les ingénieurs du... non, pas les ingénieurs. On s'entend très bien, on les aime beaucoup. Non, en fait c'est un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure sur Adrien Newey, avec son petit carnet. Adrien Newey, en fait, effectivement, il vient... lui, en fait, il est le concepteur. D'accord ? C'est lui qui amène le concept. Et d'ailleurs, comme par hasard, la Red Bull a toujours un concept différent des autres. Ouais. Et après, effectivement, il a entre guillemets, les petites mains qui vont mettre ça dans les ordinateurs et reproduire donc le concept. Mais là, c'est la même chose. Fernando, lui, comme les grands pilotes, il va pas arriver en disant il faut aller dans le détail, le sous-virage, le sur-virage, le machin. Il va donner les grandes lignes de ce qu'il faut faire. Et après, c'est aux ingénieurs, justement, de transformer ça en chiffres et en réglages sur la voiture. C'est ce qui manque, tu penses, aujourd'hui Alpine ? Ouais. Je pense non, ils ont 2 pilotes d'expérience aujourd'hui. Après, il y a... je crois qu'Alpine, c'est peut-être... je ne vais pas faire de déballage maintenant, mais Alpine, Alpine a besoin d'être un petit peu plus structuré, un peu comme si tu regardes Red Bull, qui est ultra minimaliste en termes de structure managériale. Il y a beaucoup de monde à Enstone, peut-être un peu trop. Il y a une double culture française et anglaise qui doit être absolument gérée d'une manière particulière. Enfin, je l'ai vécu pendant 4 ans. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut mettre en place. Voilà, après chacun, c'est pas moi le team principal, mais il y a des choses à faire effectivement. Et en plus, avoir à intégrer 2 pilotes français dans cette double culture, c'est pas facile. Ouais. Gasly, moteur explosé durant les essais. Donc, on sait que si Alonso était très énervé en fin de saison, c'était sur la fiabilité et le moteur qui a tendance à casser facilement chez lui. C'est vraiment un week-end à oublier. Pour toi, est-ce qu'un des deux, entre Gasly et Ocon, il faut qu'il y ait un leader on sait qu'Ocon a manqué de chance également, mais... Alors, à tes 2 questions, je vais dire non et non. Est-ce que c'est un week-end à oublier ? Non, parce qu'il faut toujours apprendre de ce qui ne va pas. Donc, si on dit on oublie, on passe à autre chose sans
En oubliant, non, il faut apprendre, il faut voir ce qui s'est mal passé et essayer de corriger vite, parce que il y a que 4 courses, mais ça va vite, et puis les autres vont aussi évoluer. C'est-à-dire qu'on dit Alpine est venu avec des évolutions, oui, comme McLaren aussi, puis ça a bien marché, ils sont mieux. Évolution, c'est bien, mais il y a quand même 2 limites. Il faut premièrement que l'évolution elle aille dans le bon sens. Là, ce week-end, c'est un peu raté. Et deuxièmement, il faut que l'évolution relativement aux autres elle soit mieux, parce que tout le monde cherche à évoluer. Donc je dirais non, on va pas oublier, on va apprendre. La deuxième, est-ce qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie entre Gasly et Ocon? Clairement, à mon avis, c'est non. Pas pour l'instant. Alors, s'il y en a un qui se détache naturellement, ce ne sera pas le cas, je pense. Bah oui, d'accord, comme chez Ferrari. Mais pour l'instant, non, ils se tirent la bourre. Tant que ça se fait avec le respect, c'est très bien. Ça va fait en Australie. Non, mais ça s'est fait avec le respect. En tout cas, ça s'est fait avec le respect. Fabrice. Oui, non, mais en tout cas, ils ont fait le spectacle. C'était quand même un week-end assez chiant. Ils ont bouché tout le monde, c'est sûr. Voilà, ils ont fait le spectacle. Alpine a fait le spectacle. Mais bon, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est quand même ces 2 grands prix cataclysmiques. Et aujourd'hui, Alpine est au bord du gouffre. On parlait peut-être du bilan catastrophique de Ferrari, mais on voit qu'ils ont su relever la barre. C'est tout ce qu'on va espérer pour Alpine pour la suite. Mais ça a été dur, très dur. Ils ont fait le spectacle. La course de Ocon qui est restée, on l'a souligné longtemps, accrochée à la 10e place, qui est quand même encourageant, et le tout en pneus usés. Mais c'est aussi symptomatique d'une autre tendance qui ressort de ce Grand Prix, pour le moins soporifique, c'est les dépassements, vous allez voir, quasi impossible. Dépassement impossible. Bakou, il y a eu quelques moments forts, le dépassement de Leclerc par Verstappen, suite Pérez à nouveau. Celui d'Alonso sur Sainz, sans pas revenir sur le meilleur moment du Grand Prix. Celui de Hamilton, qui était très beau sur son coéquipier. Sinon, les positions sont restées quasi figées. Alors, on se souvient qu'il y a 2 ans, la FIA a tout révolutionné. L'an passé, on a fait une nouvelle voiture en nous promettant plus de spectacles, pour réduire bien sûr la domination de Mercedes, favoriser les dépassements avec des voitures avec effet de sol. On se retrouve dans la même situation quasiment l'année suivante, avec une domination désormais qui a changé, qui n'est plus celle de Mercedes, mais Red Bull. Et la possibilité de dépasser, moi, ça me préoccupe. Quel est votre sentiment? On commence avec Alain. Pour Bakou, c'est très inquiétant, parce que c'est un Grand Prix où il est assez aisé de dépasser. Oui. C'est très spectaculaire, Bakou. Oui, ça a été un Grand Prix soporifique, quoi. Même dans le peloton, il n'y avait pas de dépassement. Donc là, il se passe quoi? Là, j'en sais rien du tout. Donc là, je m'en remets à la science du docteur Boulier. Non, mais réellement, il y a Monsieur un truc qui est étonnant, quoi. Je pense que Bakou, c'est un circuit qui n'est pas ce qu'on appelle en high downforce, c'est-à-dire une version intermédiaire qui se rapproche, je me rappelle bien, plutôt des Spa et autres. Je pense que c'est un circuit atypique, tu veux dire. Oui, mais on voyait plus de dépassements avant parce qu'il y avait une dégradation de pneumatiques qui était un peu plus importante. Ils étaient en pneus durs, donc c'était... et donc des différentiels plus importants de grip. Ce qui, je pense aussi, on a peut-être touché une limite du budget de cap. C'est-à-dire que les écuries, du coup, dépensent moins d'argent, puisqu'elles en ont beaucoup moins à dépenser, sur des versions spécifiques type appui moyen. Ce qui fait qu'effectivement, il y a peut-être un petit effet là-dessus. Donc là, on arrive à niveler le niveau, mais ça ne concerne pas les dépassements. Après, les voitures. Alors, en plus, les voitures avec effet de sol, comme tu parlais, c'était. Bref, c'est pas grave. C'est plutôt dans des courbes, en fait, où les voitures arrivent à se suivre. Plus là, c'est un circuit en ville avec des virages à 90 degrés. Là, que ce soit l'ancienne philosophie ou la nouvelle philosophie aéro, ça change rien. Guillaume? C'est vrai que c'était assez surprenant, parce que généralement à Bakou, on a des courses assez animées, avec des safety cars régulières. Bon, là, on l'a eu encore, mais c'est vrai que c'était assez surprenant de voir une course aussi peu animée, soporifique. Pour les déplacements, il me semble, mais à vérifier, que la ligne de détection du DRS a été un peu décalée. A été modifiée, ce qui fait qu'il y avait peut-être un peu moins de marge pour dépasser. Ça peut expliquer quelque chose, mais je pense qu'effectivement, l'histoire de la dégradation des pneus peut jouer. Alors, qu'est-ce qu'en pensent nos sudistes, les amis, du côté du Castellet de Bastia? Verstappen, même lui, avait des difficultés à se rapprocher de Checo Pérez, évoquant même qu'il était gêné par l'air sale. Est-ce que pour vous, l'argumentation cette année est un échec? Il a dit que de façon un peu sibylline qu'il y avait du dirty air et il avait été gêné, ce qui est assez étonnant puisque l'objectif de cette nouvelle, je dirais, de ce nouveau package aérodynamique était de minimiser le dirty air.
Donc je sais pas. Je prends le point de Eric, je comprends. Hein, c'est un circuit un peu hybride, un peu. Donc on met pas. Après, il faudrait quand même penser que si on regarde Ocon, il a fait la course quasiment avec un train de pneus. Hein, justement, parce qu'à la fin, on a eu ce problème à la fin, et donc il est juste rentré techniquement pour pouvoir valider son changement. Mais ça veut dire que tu vois, il y avait moins de dégradation. Tu pouvais faire la course sur un train de hard, quoi. Donc peut-être que c'est ça qui a joué. Fabrice, déçu? Oui, non, déçu, oui. Et en plus, c'était pas uniquement en course. Je crois que c'était aussi pour la course sprint avec peu de dépassements. On va en parler, la course sprint. C'était une tendance très forte ce week-end. Ouais. 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 Alors que peut-on faire, que peut faire la FIA, Eric? Faut-il attendre encore une nouvelle réglementation? Il y en a une en 2026 pour resserrer encore les forces du peloton, ou c'est illusoire de penser que la FIA arrivera à empêcher qu'une équipe domine outrageusement. Il y a toujours, on le voit, une équipe qui sort du lot. C'est quand même hallucinant. Écoute, c'est l'éternel débat. Il faut surtout pas changer la réglementation, en fait. Pour une stabilité. Plus c'est stable et plus les écuries, en fait, se nivellent, comme tu dis, et se rattrapent. Ils n'ont pas de nivelle du niveau. C'est une nouvelle expression que j'ai inventée. Non, pas de réglementation. Et puis attention, on parle d'une course. C'était Bakou, c'était un cas particulier, et je pense que la dégradation des pneus, c'est clairement le problème de cette course qui était un peu ennuyeuse. Mais voilà, après, on a vu des belles courses jusqu'à présent cette année, et on en verra sûrement des belles encore. Mais voilà, il faut laisser faire derrière Red Bull, et puis il faut laisser faire les ingénieurs, justement, les laisser phosphorer pour que ça se rapproche. Alors, est-ce que aussi, ce qui peut expliquer ce nivellement par le bas, je dirais qu'il n'y a plus de dépassement, tu l'as dit, Eric, ces courses sprint qui a certainement perturbé les essais et peut-être permis des réglages plus fins pour permettre des dépassements. Pour ou contre la course sprint, on évoque le sujet. Alors les amis, mes fanats du paddock, que pensez-vous de cette initiative de cette course sprint organisée le samedi après-midi, hein, je rappelle les règles, hein, en gros, il y a 2 courses de réellement, une le samedi, une le dimanche, une qui n'est pas une course en chocolat qui donne la grille de départ. Ouais. C'est vraiment 2 courses séparées. Est-ce que vous d'accord? Allez, on commence par notre doyen de cette émission. Le gardien du temple, monsieur Alain Di-Ducas. Et il maintient sa position. Moi, je suis pour. Voilà. Toi, tu veux du spectacle? Bah oui, tout à fait. Bien sûr. Et je ne suis pas contre les changements de format. La Formule 1 évolue, tout doit évoluer et se rapprocher du nouveau public de la Formule 1. Ouais, c'est clair. Ah bon? Non, bah, on a dit quoi là? J'ai dit, c'est comme l'esprit de F1. Monsieur, tu sais Ferrari a fait les 2 pôles, donc c'est génial. Ouais. Évidemment. Guillaume. D'ailleurs, Alpine a été une des raisons du week-end cauchemardesque, en plus du problème moteur, c'est celui-là. Oui, alors au-delà d'Alpine, moi je suis contre. Je suis contre pour 2 raisons. Philosophiquement, je suis contre ça. Je peux développer si j'ai 1 minute. Vas-y. Et sportivement, je suis aussi contre. Philosophiquement, parce qu'en fait, la FIA fait juste ça pour réduire les essais libres qui font moins d'audience. Donc, il faut attirer de l'audience. Et on va essayer de faire que des qualifications et des courses sprint pour mettre plus d'enjeux dans le week-end et forcer ou inciter les téléspectateurs à être devant leur télé tous les jours. Donc moi, je suis un peu contre cette philosophie. C'est comme dans le foot où dans le sport où on veut multiplier les matchs. Au bout d'un moment, ça suffit. Donc, il faut aussi respecter l'histoire du sport. L'histoire de sport, la tradition, exactement, avec des essais libres, une qualification le samedi. D'ailleurs, le format a déjà beaucoup changé, mais bon, les 3, enfin, bref, c'est un sujet différent. Et la course le dimanche. Donc ça, c'est voilà. Et sportivement, je suis aussi contre parce que, et je crois que c'est Verstappen qui l'a dit, et je suis d'accord avec son argument. En fait, le samedi, c'est une espèce de galop d'essai du dimanche. On arrive un peu à voir qui fait quoi, où se placent les voitures. Ça enlève un peu de suspense pour le dimanche. Et je pense que ça apporte pas grand-chose. En résumé, on a eu 2 courses chiantes au lieu d'une. Ouais. Après l'Azerbaïdjan, il y aura 5 autres Grands Prix sprint, autres courses sprint. Il y aura l'Autriche, la Belgique, le Qatar, Austin aux États-Unis. On l'a dit, c'est plutôt une volonté d'améliorer le spectacle. Tu l'as dit aussi, Verstappen s'est montré très critique. Il évoque quand même, sur le long terme, le fait de quitter la Formule 1 si la réglementation continuait dans ce sens et qu'on ne gardait pas les traditions. Qu'est-ce que vous en pensez, les sudistes? Moins de séances d'essai, est-ce que ça ne va pas au contraire encore ralentir un peu plus la capacité de progression des concurrents de Red Bull? Alors moi, je voudrais juste ajouter un point. L'an dernier, le modèle de l'an dernier, alors moi je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Donc le modèle de l'an dernier était vraiment bâtard, c'est-à-dire que les mecs avaient trop peur de casser. Et qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Pantanage? Sérieusement?
Non, mais Tu n'as pas vu, il a un pistolet sur la tempe. le modèle de l'an dernier était pourri, quoi. C'est-à-dire que les gars, ils avaient peur de casser la voiture. Du coup, c'était une demi-course. Et à l'exception, encore une fois, je répète toujours, Hamilton au Brésil, ces courses, elles ont été vraiment soporifiques. Donc, l'an dernier, il n'y avait pas assez de points. Je pense que l'idée cette année de dire qu'il y a 2 qualifs, c'est-à-dire c'est pas un enchaînement, parce que les gars ils disaient putain, j'ai sué sang et eau pour être qualifié premier et je risque de me planter demain pour la grande course partir dernier, ça les faisait chier. Donc là, le fait de séparer les deux, c'est une bonne idée. Moi, je pense qu'il faut aller au bout du concept. C'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre énormément de points. Faut que tu mettes autant de points sur le sprint. Même faire 3 courses sur la course le vendredi aussi. On peut faire le vendredi, même le jeudi. On en fait 3. Mais du coup, ça force à ce que les gars, ils mouillent le maillot. Au moins, effectivement, il y aura du spectacle et il y aura un intérêt. Là, finalement, ça a fait vraiment, pour le coup, 2 courses totalement soporifiques, quoi. Juste une remarque, monsieur Mercedes, parce que nous, en Italie, on a parfois de la peine à lire le règlement, comme je l'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Mais bon. Bon, ok. On aura le temps de gloser une autre fois là-dessus. Ouais. Fabrice, ça a beaucoup gêné. En tout cas, on l'a vu à certaines écuries, notamment Alpine. On l'a vu aussi avec Aston, qui a des problèmes de DRS. Qu'est-ce que tu as pensé Non, mais je l'avais déjà exprimé la dernière fois. J'étais contre, moi. C'est que ça t'a conforté ? Ce qui s'est passé la semaine dernière m'a pas fait changer d'avis. Donc, je partage effectivement la vision de Guillaume. Et vous allez être étonné, même celle de Verstappen, finalement, sur le sujet. Donc, honnêtement, ça apporte rien de plus. Ça apporte, même je dirais pas grand-chose. Et surtout, ça apporte beaucoup de confusion. C'est beaucoup de confusion, en fait. On ne sait plus finalement quel qualif correspond à quelle course. Enfin, honnêtement, c'est peu lisible, je trouve, vu de l'extérieur. Non, le vrai problème, c'est qu'une écurie qui merdoie un peu en ayant quand même 2 séances d'essais libres en moins, une écurie qui merdoie, ce qu'a fait Mercedes, ils ont reconnu qu'ils avaient merdoyé sur la voiture d'Hamilton, et du coup, ils se retrouvent un peu dégoûtés de leur week-end. Mais je dis pas ça pour Mercedes, je pense que ça peut arriver. Ça pourrait être non ? Non, mais ça peut arriver à tout le monde. C'est vrai que là où je suis d'accord avec Guillaume, c'est que avant, je me rappelais le dimanche matin qu'il y avait le warm-up. C'était presque on va essayer la voiture à la cool pendant. Même des voitures, des mulets, les voitures de rechange. Souviens-toi, c'était le bon temps. Et je vais même ajouter quelque chose. Des carburateurs, les gars, aussi. Hein. Est-ce que finalement, merci d'avoir mentionné le warm-up, ça rappelle mon enfance. Et voilà, parle pour toi, Guillaume. Ah, pardon, voilà. Mais, Yellow flag, c'est incroyable. Et le mulet, effectivement. Yellow flag. Avec Schumacher qui prenait la voiture pluie 15 minutes avant le départ à Monaco et qui gagnait la course, c'était merveilleux. Et puis s'il y avait un drapeau rouge, il pouvait même casser la voiture et repartir avec le mulet. Mais pour revenir sur le sujet, est-ce que d'ailleurs ça explique pas le côté soporifique de la course ? C'est-à-dire les équipes n'ont pas assez de temps pour préparer, pour faire leur réglage, et du coup on a une course où on prend pas de risque, on a peu le temps de préparer la voiture, d'optimiser, et on a cette course-là. Donc je préfère avoir une bonne course que 2 merdiques. Est-ce que finalement le problème, mais pour conclure sur ce sujet-là, c'est que on le voit depuis des années, et c'est une intention louable de limiter les budgets pour permettre qu'il y ait plus de concurrence, mais en limitant le budget, en supprimant les essais, en supprimant les essais privés, on ne permet pas à une écurie qui est en retrait de rattraper son retard. Et on fiche des positions dès le début de la saison. C'est très compliqué quand même de revenir quand on est 2e ou 3e. On va gagner peut-être une position, mais il y a des années où Ferrari était très en retard avec Schumacher, et puis en fin de saison, il était champion du monde. Aujourd'hui, ce serait mission impossible. Hein. Oui, qu'est-ce qui va se passer cette année ? Ils ne sont pas si loin que ça, Fabrice. Hein ? Toi, tu y crois, Fabrice ? Non, mais c'est compliqué. Non, mais si j'y croyais pas, j'arrêterais de regarder. Moi, je pense. Il faut que j'y croie. Est-ce qu'il ne faudrait pas, de même qu'on le disait la semaine dernière dans l'émission précédente, allez la voir, elle est en ligne, qu'il faudrait peut-être être plus sévère avec les écuries, suivez mon regard, qui ont dépassé le budget cap. Mais au-delà, il faudrait aussi être plus sévère avec les écuries qui gagnent, c'est-à-dire leur accorder des handicaps beaucoup plus importants d'une saison à l'autre, parce que si on n'arrive jamais à combler le retard. Je sais que c'est artificiel et c'est pas bien, et Red Bull mérite de gagner parce qu'ils ont les meilleurs ingénieurs et ils ont les meilleures idées et les meilleurs pilotes, enfin parmi les meilleurs pilotes. Voilà, mais à un moment donné, il faut que la réglementation aille jusqu'au bout. On ne peut pas faire de demi-mesure. Qu'en pensez-vous, Eric, pour conclure ? Alors, chacun a des opinions, effectivement, mais la F1 est quand même la quintessence, l'excellence de la course. Pinacle du sport automobile. Si tu commences à jouer comme d'autres catégories où tu commences à mettre soit des balances de performance, soit du lest. Ouais.
Ou changer la grille de départ en fonction du Je classement. pense que ça va perdre un petit peu de son intérêt. Après, il faut que, pour moi, la F1 doit rester le plus stable possible en termes de réglementation technique. Ce sera le mot du jour, stabilité. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des courses. Je me rappelle quand j'y étais en 2012, où les 9 premiers Grands Prix, il y avait 9 vainqueurs différents. Ouais, mais c'est la seule année. Hein. Et, C'est la seule année où Oui, mais c'était après, comme ça. la réglementation a changé. Ouais. Et donc, c'est comme ça, à chaque fois qu'on change la réglementation, il y en a toujours une équipe qui va sortir du lot. Donc, voilà. Alors, on avance vite puisque M. Marcel a plus de batterie, je crois. Donc, on va avancer avec le quiz F1. Fabrice, tu es toujours avec nous? Tu peux encore faire le quiz F1 ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon. Si jamais ça coupe, c'est que j'ai plus de batterie. Ok, alors première question, attention messieurs. Alors, Très je vous bien rappelle organisé, ça. les règles du quiz F1. Alors, on doit découvrir un pilote, un circuit, une écurie. Vous avez 4 questions. Vous répondez à la première question, vous gagnez 4 points. Là. Vous répondez à la deuxième question, vous avez 3 points, 2 points et 1 point. Et le dernier gagne une médaille en chocolat. Première, voilà, ça va être parti, excusez-moi. C'est parti. C'est un pilote. Mon second prénom est Marc. Mon second prénom est Marc. Ok. Mon troisième prénom est Hervé. Ok. Prenez des risques, les gars. Mon quatrième prénom est Perceval. Leclerc. Oui. Ouais, j'allais dire, trop tard. 2 points pour Laurent. Perceval, Charles Leclerc. Mon prénom est Charles Leclerc, bien sûr, le pilote de Ferrari. Autre question, cette fois-ci, c'est une écurie. J'ai eu un moteur Matra. Ah oui, faut-il prendre le risque, mon cher? J'hésite encore. On ne veut pas prendre le risque. Là, c'est plutôt les historiques vers qui je me tourne. Championne du monde en 1971. Tyrrell. Oui, 3 points Donc, pour j'aurais dû prendre le risque. Alors c'était ça. oui, bien sûr. Et la troisième question était 6 roues, la fameuse Tyrrell à 6 roues. La voilà, elle est magnifique. J'aurais dû prendre le risque. Il est champion du monde, bien sûr, avec Jackie Stewart en 1971. Autre question, quiz F1 toujours. Un pilote à nouveau, attention, roulement de tambour. Longtemps plus jeune vainqueur en F1. Alonso. 4 points. Guillaume, bravo, quel talent. Il prend des risques, il prend la tête. À 22 non, ans. pas du tout. Ah là là. Excusez-moi. Non, c'est proche du but. Mais non. Il est néo-zélandais, donc non, mais non, pas Guillaume, c'est pas ça. Néo-zélandais. Vainqueur du Grand Prix. Il y a longtemps. Plus jeune vainqueur Il y a longtemps alors. Néo-zélandais. Il y a très longtemps. Néo-zélandais. Ah, Bruce McLaren. Eh oui. Qui Bruce McLaren, décédé sur Circuit Goodwood. J'ai donné mon nom à une écurie. Allez, on l'accorde. À notre boss, à tous, Eric, 3 points, mais Guillaume, tu vas pouvoir te rattraper. Bruce McLaren, qui est tristement décédé sur le circuit de Goodwood, en essayant une de ses propres autos. Un circuit, et ne regardez pas le prompteur, parce qu'il y a la réponse. Ne regardez pas le prompteur. Vous me regardez moi. Donc un circuit, j'avance, voilà. Mon nom est associé au 3e plus petit État d'Europe. Imola. Ouais, c'est pas possible, c'est pas possible. Il a vu la Sans-Marin. Ça compte pas, on l'avait tous vu. voilà. Mais je rattrape mon retard. État d'Europe, Je rattrape mon Enzo retard. Edino Ferrari. Avoue c'est que le tu l'as vrai vu. nom Oui. Mais comme tout le monde. Enzo Edino Ferrari, c'est le vrai nom du circuit. Tamburello, le tristement célèbre. Bien sûr. Et la disparition d'Ayrton Senna. Un pilote. Et en fait, c'est le circuit de. Ouais, c'est sans marin parce qu'en fait, tu peux pas avoir 2 circuits en Italie. Ouais, c'est ça. Donc Il y c'est le avait Grand Prix de aussi San Marin. une autre, je sais plus. Emilia-Romagna. Emilia-Romagna. Bah, c'est le prochain. Non, c'est pas le prochain aussi. C'est bientôt. Ouais, c'est le prochain. Après Miami. C'est Après Miami. Ah, non. Un pilote à nouveau. J'ai débuté chez Minardi. Alonso. Oh, putain, c'est pas possible. Tu as eu mes notes ou quoi? Non, mais bon. Ouais. Qui a communiqué mes notes? Donc ça fait 8, il prend la tête. Il a 8 points, là, le petit jeune. Là. Ah. J'ai débuté chez Minardi, un temps plus jeune vainqueur en F1. Ah. Voilà. Double champion du monde et Taylor Swift. On comprendra qui vaudra. Le meilleur pilote de tous les temps. Mettez-moi une petite image. Vous n'avez pas une petite image de Fernando? Ils l'ont mise. Ils l'ont mise? Ah, regardez, quel bel homme. Un pilote à nouveau, et ce sera la dernière question. Là, c'est difficile de revenir. Hein. Là, je pense qu'il a gagné, le petit Guillaume. Un pilote à nouveau, champion du monde d'endurance en 2015. Champion du monde. C'est aussi un champion de F1. Hein. Hülkenberg. Ah, j'allais le dire. Non, Villeneuve. non. Multi 21. Ah, merde. Ah oui.
Mark Webber. Et Mark Webber, mais tu n'as pas le droit de oui. répondre. Ah, pardon. Mais ouais, c'est Weber. C'est Weber, Laurent, 3 points. parce que j'avais dit. Multi 21, ouais. Hein, souvenez-vous. Et là, c'est le. Et c'est Avec le- Vettel. avec Vettel. Ouais, et c'est le truc, hein. C'est quoi? C'est le. C'était une consigne pour Exactement. inverser les. Non, ça je sais. Mais aujourd'hui, c'est le, comment on appelle ça, Voilà, le manager de Piastri, c'est ça? c'est ça. Ouais, c'est Ouais. voilà. Et les autres questions, c'était 5 ans chez Red Bull et australien, bien sûr, parce que c'est un pilote australien. Donc c'est de loin notre nouveau chroniqueur Guillaume qui remporte ce quiz F1. Félicitations. Bravo. Merci à vous. J'ai battu les spécialistes et un patron d'écurie. Je suis ravi. Donc, C'est la fougue de la jeunesse. ça. Voilà, fougue de la jeunesse. Thierry, je C'est l'avais. la ça. chance du début de Mais j'ai pas osé, mais j'avais. Allez, place à vos pronos pour le Grand Prix de Miami. Alors, en préambule, on va jeter un petit coup d'œil à vos pronostics de la semaine dernière. On est Aïe. Alors, 1, Les Leclerc, deux, là. 2, Pérez et 3, Russell. Bah non, Leclerc en 1, Max en 2 bah non. et 3 Sainz. Ouais, Max, en Je deux, vais oui. quand même mettre Max, Ah, déception. Russell en 2e et Pérez. On va tout Donc, faux. je vais mettre Alonso en 1. Deuxième, j'hésite entre. Allez, deuxième Hamilton. Et troisième, pour vous faire plaisir, comme quoi je n'ai pas les œillères, Sainz. Alors moi, je tiens à dire que j'ai tout juste, mais à partir de la troisième place. Quatrième, cinquième et sixième, j'ai trouvé. Mais c'était pas les trois premiers. Alors, Grand Prix de Miami ce week-end. Vos pronostics, on commence avec Alain. Oh là, je vais faire dans le simple, on va dire Max, Ouais, Checo. ouais. Ça, Et tu prends Charles. plus- Et tu prends plus de risques, là, ça y est. Non. Terminé. Guillaume, un peu de fougue. Ouais, je pense que je vais quand même partir sur Max, Ouais. qui voudra gagner ce nouveau Grand Prix. Allez, je vais dire Alonso en 2 Oh, et Checo en 3. Eric. Max, Checo et Alonso. On a perdu Non, je suis là, Fabrice. j'ai encore Tu es là, quelques- il Fabrice, reste encore quelques ton pourcents. prono. Moi, je reste sur Charles, Max et Checo. Il va finir par gagner un jour. Eh ben, je vais y arriver. Bah oui, parce qu'il a acheté un polo. Laurent, personne n'a cité Mercedes. Relève le challenge. Alors, je vais faire un truc fou. Je te fais confiance. Leclerc, Pérez, Hamilton. Leclerc, Corolle Pérez, dans ce Hamilton. jeu. Oh. Ah ouais, original. Bon, après, il peut y avoir des casse-moteurs, il peut y avoir des petites sorties au premier virage. Mon côté, Il je vais mettre... n'y a plus Latifi, mais il faut prendre un peu de. Bah ouais, il nous manque Latifi. C'est ce qu'on a dû dire. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut refaire revenir Latifi pour redonner un intérêt au Grand Prix. Bref, il peut lui faire un gros chèque quand même, Verstappen à Latifi, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Bref, mon côté, bah oui, mais non. Eh oui. On sort un petit peu du cadre. Non, c'est vrai, monsieur Olivier. on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Mais ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Bref. Eh bon, yellow flag, Yellow on flag, se tait, on yellow se flag, reprend. yellow flag. De mon côté, je vais mettre Verstappen en premier, Alonso en 2 et Hamilton en 3. Voilà, non, grosse cote. Bien les amis, on est arrivé déjà à la fin de ce deuxième épisode officiel de Refait la F1. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 jours après pour on va vérifier les résultats. Donc dans 15 jours, c'est le Grand Prix de Monaco. C'est Imola. C'est Imola et après c'est Monaco. Ce sera donc le jeudi 18 mai. Vous le savez, on refait la F1, c'est tous les jeudis avant chaque Grand Prix. Merci. Ça va Guillaume, ça s'est bien passé. Félicitations. Parfait. Il était très bien. Parfait. On l'adopte, Merci. On l'adopte. Merci Bravo. beaucoup. On l'adopte. Plaisir était pour moi. Et allez Alpine. Laurent, tu reviens, tu arrêtes les vacances, tu reviens un petit peu sur Paris quand même. On a du boulot, hein, tu le sais. Faut préparer. On refait le Mac. Voilà. Je sais. Et Fabrice, Salut, tu fais une bise au Castellet pour nous. Et je ne manquerai pas. Merci encore, Eric. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Likez, ça fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir. Enfin, 15 jours, au revoir.